Alors, bonjour et re-bienvenue parmi nous. Nous sommes ici en direct du Studio 2 dans les locaux magnifiques des 7 doigts de la main. Nous sommes à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Mon nom est Armand Fkami de la société Kelvin Zero. Plaisir d'être avec vous depuis le début de la semaine et ce jusqu'à la fin de la journée. Alors, nous allons continuer la conversation autour de notre thématique éducation et travail de demain. Nous avons un panel fort intéressant. Nous allons parler d'atteindre la parité des genres dans les métiers de demain. Alors, nous avons un panel, comme je l'ai dit, très riche et pour partir le tout, j'aimerais inviter la modératrice. Donc, elle est diplômée de l'école. Oui, j'ai pris des notes un peu de... Je recommence. Elle est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille. Elle est depuis novembre 2019 la correspondante du journal Le Monde au Canada, ici à Montréal. J'accueille Hélène Jouan. Bonjour. Bonjour. Merci. Plaisir. Donc c'est moi qui accueille les intervenantes qui vont participer à ce panel. Mais je vous en prie, mesdames, montez, vous n'allez pas me laisser toute seule. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, je vous présente Manuelle Alix Surprenant. Elle est chef équité, diversité et inclusion à Hydro-Québec. Bonjour, ravie de vous accueillir. Anne Whitelaw, qui est vice-rectrice aux affaires académiques de l'Université de Concordia. Bienvenue à vous. Merci, merci. Et Isabelle Collet, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Elle était là il y a quelques minutes sur scène avec vous. Vous êtes professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Genève et vous travaillez depuis plus de 20 ans, ça se dit, oui, sur cette question de genre dans les technologies, dans l'univers technique, numérique, etc. Et donc nous allons essayer de discuter tout ensemble avec vous, évidemment, si vous le souhaitez. Si vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus. Sur la place des femmes dans ces métiers numériques, techniques, technologiques, informatiques. On va essayer de faire un gros bloc des métiers scientifiques. Je dis métiers, mais on va évidemment aussi parler de filière d'éducation, puisque vous êtes à l'Université Concordia. Alors, je vais me mettre là. J'aimerais bien quand même vous voir quand je vous parle, parce que ça va être plus agréable. On va commencer. J'aimerais, Isabelle Collet, je suis désolée parce que c'est vous qui allez commencer cette discussion alors que vous sortez tout juste d'une keynote, d'une conférence en bon français, où vous avez raconté tous les freins qu'il y avait encore, d'abord la situation actuelle, et puis tous les freins qu'il y avait à cette parité, puisque c'est l'objet de notre conférence, cette parité que nous visons et à laquelle nous ne sommes pas encore parvenus. Je voudrais avec vous, et puis après on va engager le dialogue, chacune de vous va faire part de son expertise, de son expérience, filière et métier, qu'on dresse très rapidement un état des lieux. On en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce que c'est plus pire, ça ne se dit pas du tout, qu'avant, la place des femmes aujourd'hui dans ces filières d'éducation et ensuite dans les métiers du numérique? Isabelle Collet. Eh ben ouais, c'est pas terrible, quoi, c'est ça. C'est-à-dire que on est passé d'une situation dans les années 80 où les femmes n'ont jamais été majoritaires, mais on pouvait avoir 30 à 40% de femmes étudiantes dans ces filières et ensuite travaillant dans ces filières, à une situation aujourd'hui, on est tombé vers 20%, 15%. Et ensuite, quand on regarde à l'intérieur des métiers, plus le métier est prestigieux, plus le métier est en pointe, moins il y a de femmes. C'est-à-dire l'IA, c'est pas terrible. Le pire, c'est la crypto et la sécurité informatique, où là, on allie à la fois des maths et la défense et le militaire, et là, c'est là où il y en a encore le moins. Donc, alors qu'on imagine que les femmes progressent dans tous les domaines, non, malheureusement, alors que le numérique progresse considérablement dans la société, la part des femmes régresse. Donc, les femmes dans le numérique, vous disiez tout à l'heure, il faut encore une loupe pour pouvoir les apercevoir. Est-ce que c'est vrai partout Vous travaillez beaucoup sur l'Europe, mais aussi, c'est vrai partout, ou est-ce qu'au Canada, par exemple, au Québec, ici, est-ce que c'est un petit peu mieux? Alors, c'est un petit peu mieux, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ces chiffres. C'est-à-dire que la France a fait le travail de trier les métiers du numérique et à l'intérieur les vrais métiers techniques. Parce que les métiers support, c'est
plus facile d'y rencontrer des femmes. Et sur les chiffres Québec-Canada, j'avoue que je ne suis pas capable de faire le tri entre les métiers de support et les métiers vraiment techniques. Mais on pinaille sur pas grand-chose en termes de pourcentage. Donc de toute façon, si on annonce en dessous de 20%, on est tranquille. Et c'est un problème occidental. C'est-à-dire c'est un problème de l'Europe, de l'Amérique du Nord. C'est pas un problème de l'Afrique du Nord, c'est pas un problème de l'Asie du Sud-Est, où là c'est plutôt la classe sociale qui a un bon indicateur pour savoir qui va dans ces métiers prestigieux dans lesquels on peut faire carrière, bien plus que savoir si on est un homme ou une femme. C'est des pays dans lesquels le numérique n'est pas perçu comme aussi masculin que dans l'Occident. Alors, on va voir ce qu'il en est ici tout particulièrement. D'abord, dans une entreprise, Hydro-Québec, une entreprise publique, entreprise d'État, je crois, on dit même ici. Manuel Alix, surprenant, je rappelle, vous êtes chef équité, diversité et inclusion. Votre poste a été créé il y a tout juste un an. Vous avez une équipe de 7 personnes dédiées à cette mission. Est-ce que c'est d'abord un hasard que votre poste ait été créé par une femme ? Celle qui aujourd'hui est à la tête d'Hydro-Québec, Sylvie Brochu. Un très heureux hasard. Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, que vous connaissez tous et toutes très probablement. En fait, le poste a été créé, comme plusieurs autres organisations, il y a un an pour Hydro-Québec, dans la foulée des événements de George Floyd, de Joyce Echaquan. Je pense que les organisations se sont rendues compte qu'il y avait des inéquités et que les organisations avaient probablement une responsabilité, notamment sociale, à assumer. Donc, le poste a été créé il y a tout juste un an, mais il y avait déjà des efforts qui étaient fournis en termes d'équité, diversité et inclusion à Hydro-Québec, mais je trouve que c'est en bon français, un bon statement de créer une unité qui est entièrement dédiée à l'EDI, directement sous la VPRH, directement sous Sophie Brochu. On n'a pas un pied, on est dans les ressources humaines, mais on est entièrement dédié, donc c'est notre focus entier. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'Hydro-Québec, c'est effectivement une société d'État, 22 000 employés répartis partout sur le territoire. Bien évidemment, on a des gens qui travaillent au service à la clientèle, communication, santé, sécurité, mais on a aussi des gens de métier, des techniciens, technologie de l'information, technologie numérique, qui fait en sorte qu'on a une réalité aussi qui exprime la disparité des genres dans les métiers, dans les techniques qui sont occupées à Hydro-Québec. On le voit, là. On a 4 fois plus d'hommes chez nos techniciens que chez nos techniciennes. On a 9 fois plus d'hommes chez les ingénieurs que chez nos ingénieurs femmes. Et on a 20 fois plus d'hommes chez les métiers que chez les métiers de femmes. Puis on s'entend, là, c'est des métiers à Hydro-Québec, là, c'est des monteurs de ligne, ceux qu'on voit dans les poteaux, ou les jointeurs, jointeuses qui travaillent dans le souterrain, ou électriciens, électriciennes d'appareillage. Donc, c'est des métiers physiquement quand même assez demandants. J'ai pas les statistiques sur la représentation dans les écoles, mais on le sait très bien que dans les écoles, on a moins de femmes que d'hommes dans ces métiers. Je reviendrai plus tard, mais on voit aussi qu'en termes de comportement sur les CV qu'on sélectionne, même si on a des bassins de femmes ou de femmes issues des minorités culturelles ou de femmes en situation de handicap, nos comportements actuellement ont peut-être des petits biais qui font en sorte qu'on sélectionne moins ces candidatures-là. Alors, on va revenir sur les biais, on va revenir aussi évidemment sur les façons d'essayer d'améliorer les choses, puisque c'est quand même le but. On parlait des filières d'éducation. Alors, Anne Whitelaw, vous êtes bien placée pour nous parler de ces filières d'éducation. Vous êtes vice-rectrice aux affaires académiques. On en est où à Concordia ? L'état des lieux, alors je parle évidemment des filières techniques, technologiques, numériques. On en est où aujourd'hui ? Alors, je dirais que à Concordia, présentement, on est à, je pense, à 25% des étudiants dans notre faculté de génie et d'informatique sont des femmes. C'est un peu différent au premier cycle et au deuxième cycle. Au premier cycle, on en a à peu près 23%. Au cycle supérieur, on est à 28%. Alors, pour moi, ça me fait... C'est bien de voir plus de femmes au cycle supérieur parce que on les voit rentrer dans le marché du travail, d'une part, mais aussi rentrer dans les professions d'éducateurs et aussi de professeurs dans le futur. Alors, pour moi, c'est parce que c'est pas seulement d'attirer plus de femmes, plus d'étudiantes, mais une fois qu'ils sont arrivés à l'université dans leur cours de génie et d'informatique, qu'ils voient des femmes enseignantes. Alors, pour moi, voir plus de femmes qui sont dans ces positions dans les universités, c'est très, très important pour attirer et pour accueillir et pour s'assurer que les étudiantes restent dans leurs études. Bon, 23, 28, on n'est pas encore
On n'est pas encore... On n'est pas encore arrivé. Non, pas encore arrivé. Et puis, l'Association des ingénieurs du Canada ont un défi de 30 dans l'année 2030, d'avoir 30 des nouveaux diplômés être des femmes. Alors, on arrive. Pour moi, évidemment, ça serait beaucoup mieux d'avoir 40 50 pourquoi pas? 50 normalement. C'est ça, c'est ça. On devrait finir par en arriver là. On va revenir très rapidement sur les actions que vous mettez concrètement en place pour essayer d'améliorer ce taux. Isabelle Collet, je voudrais qu'on vienne avec vous sur les raisons qui expliquent que ce soit donc en matière d'éducation, et puis après, mais j'imagine qu'il y a une suite logique, si les filles et les femmes ne font pas d'études, évidemment, on ne va pas les retrouver dans les métiers plus tard. Quelles sont les principales raisons qui expliquent qu'aujourd'hui les filles se soient détournées et continuent de se détourner de ces filières d'éducation? Je vous dirais, il y a 2 grosses séries de raisons. Il y a des raisons qui sont liées à la représentation de ces métiers et la manière dont les filles les interprètent. Quand elles regardent ces métiers, elles voient peu de mixité, elles voient des signaux qui sont davantage dirigés vers les garçons en faisant des clins d'œil à des activités que les garçons préfèrent, et simultanément d'autres activités qui les ciblent en leur disant « c'est pour toi, viens, c'est pour toi ». Et c'est en général pas des activités du numérique. Donc ça, c'est un premier ensemble de raisons. Et puis, et c'est celui qu'on voit le plus parce qu'en fait, quand on voit ça principalement, on fait porter un peu la responsabilité sur les filles. C'est-à-dire, allez-y, courage, allez-y, vous allez voir, c'est pour vous, c'est vous qui vous en détournez, mais vous ne devriez pas. C'est leur faute. Puis il y a un autre ensemble de raisons. On parle d'autocensure alors qu'en réalité, il s'agit de censure. Censure sociale, voilà. Bien sûr. Et puis il y a un autre ensemble de raisons qui est plus embarrassante, c'est ce que vivent les filles, qui sont donc minoritaires et qui vont dans ces filières, et qui évidemment en parlent à l'extérieur, ou bien aussi, on interroge des femmes qui réussissent et qui disent que les métiers du numérique c'est super, c'est formidable, elles s'y éclatent, et tant mieux. On interroge moins celles évidemment qui en partent, parce que évidemment on les voit plus, elles sont plus là. Et quand on interroge, par exemple, les filles qui sont très rares dans ces filières d'informatique, par exemple, dans les lycées en France, qu'elles disent « Oh, l'informatique, non, ça va, ouais, ça me plaît, non, j'ai pas de mal, ouais, mais l'ambiance, j'en peux plus. » Voilà. Et donc, elles laissent tomber parce que non, les mecs sont sympas, ça va. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un harcèlement continu, insupportable, on parle pas de ça, mais on parle d'un bruit de fond désagréables, qui font qu'au bout des 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, elle dit « Ouais, mais j'ai plus envie. Alors, ok, j'ai un bagage technique, et puis je vais aller le mettre en œuvre peut-être un peu ailleurs, on va me laisser tranquille. » C'est-à-dire, les filles dans ces filières, comme elles sont rares, elles n'ont pas le droit à l'indifférence. Et en fait, c'est leur rêve, avoir le droit à l'indifférence. C'est-à-dire qu'on arrête de les prendre comme des tokens parce qu'il y a quelques filles, on va les mettre sur le stand, on va les mettre aux journées portes ouvertes, et en fait, elles aimeraient être reconnues pour la qualité du travail qu'elles font et pas par le fait qu'elles sont des filles. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a besoin de filles pour mettre en exemple. Et puis, elles aimeraient aussi que leurs collègues, les autres étudiants, les laissent tranquilles. C'est-à-dire une fille qui, le matin, part pour aller dans son école quand elles sont 2 ou 3 sur 40, la façon dont elles s'habillent, c'est une réflexion. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être harcelées, mais ça veut dire que soit elles s'habillent passe-partout, soit elles s'habillent comme elles préféreraient, et leur journée va être différente. Des questions que les garçons ne se posent pas. Donc il y a ces 2 ensembles, et que si on n'agit pas sur les 2, et en particulier sur c'est quoi l'ambiance, est-ce que c'est des safe space? Est-ce que les filles auront le droit à l'indifférence et auront le droit de réussir comme les garçons? Si on n'agit pas là-dessus, on aura beau lutter contre les stéréotypes, faire des mesures incitatives, on ne sera pas crédible. Donc prescription inconsciente en quelque sorte, et puis aussi le fait d'être minoritaire renforce le fait d'être minoritaire, et puis on n'a pas envie d'être minoritaire. Comment on lutte contre ça à Hydro-Québec? Ça fait qu'1 an encore une fois que vous êtes à votre poste. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de changer les choses? Oui, en fait, ça fait 1 an que je suis en poste et ça fait 15 ans que je fais de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Et là, c'est une somme de tout ça à Hydro-Québec.
Bon, Hydro-Québec, de grands moyens, c'est une grande entreprise, mais de grands défis et de grandes ambitions aussi. Ce que vous dites, ça me parle tout à fait. C'est ce qu'on retrouve chez nos femmes dans nos statistiques. Puis là, je ne veux pas vous faire peur. Hydro-Québec est une super organisation, mais on a quand même pris le temps d'aller chercher des chiffres pour appuyer nos impressions. Parce qu'on se dit, il me semble que les femmes sont moins nombreuses, il me semble que les minorités culturelles. Alors, on est allé chercher les chiffres. Et ce qu'on a découvert dans notre analyse, c'est que les femmes de 35 ans et moins sont plus nombreuses à quitter l'organisation que les autres personnes de 35 ans et moins, et particulièrement quand elles sont dans des postes de métier en région. Mais là, les départs à Hydro-Québec sont très, très rares, donc on parle d'un très petit chiffre. Ce que vous nommez, pour moi, c'est le sentiment d'inclusion. On a beau faire tous les efforts du monde en termes d'attraction, de marque employeur, de recrutement, mais si une fois qu'on a fait tous ces efforts-là, elles arrivent en poste et elles réalisent que le rêve qu'on leur a vendu n'est pas conforme à la réalité, bien là, il y a tout un choc qui existe. Et je trouve que c'est la responsabilité de l'organisation. Comme vous l'avez dit, ça ne doit pas reposer seulement sur les filles et les femmes. Ça doit reposer sur l'organisation de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter cet accueil, cette intégration et cette inclusion qui ne doit pas reposer seulement pour ces nouvelles femmes, mais sur les hommes, sur les gestionnaires, sur les équipes de soutien qui font en sorte qu'ils sont tous conscients que la réalité que ces femmes-là vivent, elle est peut-être différente et comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour les outiller davantage. Il y avait quelque chose, pardonnez-moi de vous couper, vous m'avez raconté quelque chose qui est très symbolique, je trouve, chez vous. Comment s'appelait jusqu'à il y a très peu de temps la salle de repos des techniciens à Hydro-Québec? Dans les centrales, dans certaines régions, la salle de repos s'appelait autrefois les salles d'hommes. Il y a très peu de femmes qui travaillent dans les centrales, mais une salle d'hommes, c'est une salle de repos. Pourquoi on ne l'appelle pas tout simplement les salles de repos? Alors, ça a été modifié pour salle de repos. Certaines femmes, ça a été intéressant, ont manifesté, ont dit, pourquoi on change le vocabulaire? C'est une salle d'hommes, on ne devrait pas s'en faire. Peut-être, mais qu'est-ce que ça vous fait aussi inversement qu'on la change pour salle de repos, tout simplement? Donc, des fois, c'est des petits gestes comme ça qui vont faire en sorte que les gens vont se sentir moins exclus et donc plus inclus par le fait même. Une autre question qui rebondit sur ce que nous disait Isabelle Collet il y a un instant, les femmes qui partent, et vous l'avez dit aussi, les femmes de moins de 35 ans qui partent plus que les hommes. Et je crois que vous avez mis en place une politique d'essayer de faire des entretiens de départ pour comprendre pourquoi les femmes partent. Racontez-nous cette expérimentation, ça débute, je crois. On va la débuter, en fait, incessamment, donc c'est pas encore fait, mais on s'est dit, on parle aux femmes qui sont encore ici, on peut bien leur demander pourquoi êtes-vous encore ici, pourquoi vous pensez que vos anciennes collègues ont quitté, mais on ne parle pas à celles qui ont déjà pris la décision de quitter, celles qui ont quitté. Et autant dans les métiers de technicien que pour celles qui voudraient accéder à des postes supérieurs, qui n'ont pas trouvé leur compte finalement. Donc, c'est un projet qu'on va mettre en place sous peu. Puis je trouve que ça prend quand même beaucoup d'humilité comme organisation de dire « Je comprends, j'accepte que tu nous as tourné le dos, mais j'ai quand même besoin de savoir pourquoi. » Puis, en même temps, comme chef EDI, moi, j'ai le souci qu'on nous dise pas, tu nous appelles une fois qu'on a déjà quitté. C'est une étape qu'on fait parmi toutes les autres qu'on fait aussi, qu'on entreprend, de se dire, on prend la peine de comprendre pourquoi vous avez quitté pour éviter que les autres quittent pour les mêmes raisons que vous, sur lesquelles on aurait eu du pouvoir pour agir. Donc, pour les prochaines fois, on veut s'améliorer. Anne Whitelaw, quels sont pour vous, à Concordia, qu'est-ce que vous avez comme compréhension des freins qui empêchent aujourd'hui des jeunes filles de s'inscrire dans le premier cycle et qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de renforcer évidemment cette attractivité? Alors, je pense que les freins, je pense qu'Isabelle a déjà tellement bien décrit les freins à l'école, et puis c'est quelque chose qu'on comprend, et puis on essaie d'accueillir le plus de possible les élèves du secondaire en particulier, mais je pense qu'on pourrait rapporter quand même jusqu'à l'école primaire, de les emmener à Concordia pour un camp d'été durant l'été, pour 2 semaines, pour leur introduire aux activités, aux carrières possibles dans le monde de la génie, du génie et de l'informatique. Alors, on a 2 programmes, et il y en a un programme d'assez longue durée qui s'appelle Girl Set. Alors, c'est un programme uniquement pour les filles, pour l'âge du premier secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Ils viennent à Concordia pour 2 semaines. Il y a des activités ludique, évidemment. C'est ça, ludique. Mais il y a aussi des projets qu'ils font ensemble, en groupe, avec des enseignantes, avec des étudiants de 2e et 3e cycle qui participent aussi pour leur montrer que oui, c'est le fun. Premièrement. Deuxièmement, c'est intéressant, vous avez la capacité de faire le travail. Et puis,
ici, vous pouvez voir les personnes qui étiez vous, je ne sais pas si ça se dit en français, mais comme vous, plus jeunes, qui ont réussi à devenir des ingénieurs, à devenir des personnes qui sont impliquées dans l'informatique pour vraiment voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors ça, c'est une chose qu'on fait. On a aussi élargi un peu cette année avec un camp de STEAM. Alors, c'est le STEM avec les arts. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est sciences, technologie, génie, ingénierie, arts et mathématiques. Et cette fois-ci, c'était un camp d'été pas seulement pour les femmes, mais pour les personnes, les jeunes défavorisés, issus de jeunes issus de la diversité, de la diversité économique et aussi racialisée. Et puis, c'était aussi une introduction aux activités, vraiment une capacité de leur dire, vous êtes capables, c'est intéressant pour vous, vous serez accueillis dans notre milieu. Et puis, vraiment, je pense que c'est l'accueil et puis vraiment leur montrer que c'est un endroit qui vont se sentir appartenantes. Le fait d'avoir des femmes enseignantes qui accueillent ces jeunes filles, c'est important pour la projection justement que les jeunes filles peuvent avoir d'elles-mêmes et de leur avenir? Oui, absolument. Alors, je pense que c'est important pour nous dans le camp, que je vais parler uniquement de Girl Set, c'est vraiment important pour les jeunes filles de voir des étudiants au premier cycle, des étudiantes au deuxième et au troisième cycle, des enseignantes, pour vraiment voir, il y a un trajet pour moi. Et puis, il y a plusieurs places pour moi dans la séquence des affaires dans le futur. Quelle politique, Isabelle Collet, qui vise à réduire ces disparités de genre? Vous avez étudié un certain nombre d'écoles, d'entreprises, etc. Est-ce que déjà on sait qu'il y a des politiques qui ne fonctionnent pas? Alors, je vais juste ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Donc, c'est important d'avoir des femmes aussi pour une autre raison. C'est que si un truc qui se passe mal, un truc de l'ordre du harcèlement, de propos déplacés, les étudiantes ont plus de facilité à aller en parler à une femme prof, parce qu'elles se disent, il va y avoir une proximité, c'est peut-être une expérience qu'elle a déjà vécue, qu'avec un homme. Et ça fait partie de l'inclusion nécessaire. Et on a vu ça en étudiant des écoles d'informatique où il y avait très très peu d'étudiantes et un petit peu de femmes, et parfois une seule femme, mais c'est évidemment toujours vers elle. Ou alors une responsable égalité-diversité, pour le coup, ça marche aussi. Savoir qu'il y a une interlocutrice qui, normalement, comprend. Voilà. Alors oui, des choses qui ne marchent pas. Alors ouais, il y a des choses qui ne marchent pas. Hein. Mais c'est pour donner des conseils, si par hasard vous aviez des velléités. En général, ce qui ne marche pas, c'est... Alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait 3 étapes qui étaient intéresser, recruter, socialiser. Vous diriez inclure, mais c'est complètement la même idée. Il y a un certain nombre d'entreprises ou d'écoles qui s'arrêtent au stade intéressé, parce qu'elles pensent que la faute est du côté des femmes. Et que si on va en intéresser suffisamment, bien sûr, elles vont les recruter et évidemment, elles vont être incluses. Non, pas du tout. C'est-à-dire, on fait des promesses, comme vous disiez, on les intéresse. Alors déjà, ça marche pas très très bien parce que quand elles regardent votre organisation, elles se disent vous essayez d'en intéresser tous les ans, mais visiblement, ça marche pas terrible. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont là, les promesses sont pas remplies. Enfin, elles se rendent compte qu'il n'y a pas de progression salariale, il n'y a pas de progression dans la hiérarchie, l'ambiance n'est pas supportable. Elles s'en vont. Et un autre problème aussi qui existe, c'est que beaucoup de ces jeunes femmes, quand elles arrivent, c'est pas pour rien que c'est 35 ans un peu la période sensible, quand elles arrivent, elles pensent que, voilà, on est au 21e siècle, l'égalité est là, c'est bon, ça se produira pas. Que c'est inimaginable aujourd'hui qu'une femme soit moins promue qu'un homme, tout va bien. Et puis là, arrive la période où elles sont soupçonnées de vouloir des enfants. Je dis bien soupçonnées parce qu'en fait, qu'elles en aient ou qu'elles en aient pas, ça change pas grand-chose. Un certain nombre d'employeurs les voient comme étant en capacité d'en faire beaucoup, dont elles vont s'occuper exclusivement. Et alors que la carrière des hommes d'école, la leur, stagne. Et donc à ce moment-là, qu'elles aient ou qu'elles aient pas d'enfants, là encore, elles quittent. Et ça veut dire que la société s'est uniquement intéressée, éventuellement à intéresser,
possiblement à recruter, des politiques de recrutement un peu incitatives ou un peu qui font des actions affirmatives envers les femmes, et puis après, elles ne regardent pas où elles sont. Ou alors, elles prennent une femme à haut profil et elles la placent tout en haut. Et elles disent, ça y est, j'ai fait le job. On a une femme tout en haut, donc c'est possible. Et en fait, on s'aperçoit que dans les entreprises qui ont assez peu de femmes, qui bombardent une femme tout en haut, mais ensuite les autres femmes ont plus de mal à grimper. C'est pas parce que celle qui est tout en haut fait barrage, comme parfois on raconte des reines abeilles qui font attention à faire le vide autour d'elles. Non, c'est parce que l'entreprise pense qu'elle a fait le travail et elle ne se préoccupe pas des autres profils de femmes. Donc cette dernière étape, inclure, est absolument fondamentale, même si après on veut à rebours être crédible pour les étapes 1 et 2 qui sont intéressées et recrutées. Intéressés, vous le faites toutes les deux, Concordia, Hydro-Québec. On va revenir un tout petit peu sur le recrutement, puisque c'est aussi une des politiques à mettre en œuvre. Vous parliez tout à l'heure de biais dans les CV. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, avant de parler dans les biais dans le CV, j'aimerais rebondir parce que je pense qu'on a vraiment la chance à Hydro-Québec d'avoir une PDG comme Sophie Brochu qui croit à l'importance de la parité homme-femme. Alors, elle est tout en haut. Elle est vraiment tout en haut, mais elle y croit de s'entourer de gens qui sont issus de la diversité. Puis là, bon, elle serait pas contente que je dise que les femmes font partie de la diversité, mais plutôt de groupes sous-représentés parce qu'on sait qu'il y a encore des écarts à combler et il y a des efforts particuliers qui doivent être mis à Hydro-Québec pour s'assurer que les postes de cadre et de direction sont aussi offerts à des femmes et qu'elles les acceptent ou qu'elles les refusent pour les bonnes raisons, pas parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas ou qu'on a pensé à leur place qu'elles ne pouvaient pas justement parce qu'on se dit « Ah ben, elle a déjà 2 enfants, c'est trop pour elle ». Posez-lui la question, osez-lui lui demander, c'est à elle de prendre la décision, pas à nous de prendre la décision pour elle. C'est la parenthèse que je voulais faire. En termes de recrutement, ce qu'on s'est rendu compte dans les chiffres qu'on a évalués, on a regardé les pourcentages de CV présélectionnés, c'est-à-dire ceux qui correspondent aux compétences, aux diplômes demandés par rapport au poste sur lequel la personne postule. Avant l'étape de l'entrevue, on s'est dit, bon, il y a un tant de pourcentage de femmes, de personnes des minorités culturelles, situation de handicap autochtones. Et ensuite, on a regardé le pourcentage qui passe en entrevue et ensuite le pourcentage qui passe à la nomination. On l'a fait pour différents secteurs d'activité, régions, type de vice-présidence. Je n'irai pas dans les détails, mais on a vu qu'il y avait quand même un écart entre la majorité et les femmes ou les femmes issues des minorités culturelles. Et ça ne veut pas dire que tous ces CV-là de femmes, notamment, étaient les meilleures candidates pour le poste, mais si on ne leur a même pas laissé la chance d'aller en entrevue pour démontrer, j'allais dire prouver, elles n'ont pas besoin de prouver, là, pour démontrer leurs compétences comme un autre. C'est-à-dire que vous aviez les CV et finalement on ne les retrouve même pas à la deuxième étape, qui est d'avoir le droit d'entrer en entretien pour pouvoir... c'est ça. Donc là, c'est un biais de votre part qui est déjà d'éliminer a priori un certain nombre de candidates et puis d'autres personnes, vous le disiez. Effectivement, des groupes sous-représentés. Je dis ça, puis on a peut-être l'air des grands méchants, mais je pense que si toutes les organisations faisaient le même travail, probablement qu'on se rendrait au même constat. Donc, je ne pense pas qu'on est exceptionnel dans ce sens-là, mais je trouve qu'on a on a eu l'audace d'aller vérifier ces chiffres-là pour se dire, ça, ce sont des opportunités sur lesquelles on devrait travailler pour éviter, pour identifier, réduire nos biais inconscients, pour éviter de passer tout simplement à côté de candidatures qui auraient pu être exceptionnelles. Donc, on est en train de faire un grand travail de sensibilisation auprès de notre équipe en attraction, acquisition de talent, et auprès de nos gestionnaires qui prennent la décision de quel CV ils vont retenir dans l'entrevue et de quelles personnes vont retenir après l'entrevue. Donc, on fait beaucoup de travail de sensibilisation. En fait, plus que de sensibilisation, c'est qu'on leur fournit des outils pour qu'ils soient capables de prendre la paire de lunettes EDI quand ils prennent des décisions. Parce que notre équipe à temps plein en EDI, on n'a pas la prétention d'être des professionnels du recrutement ni des professionnels de la marque employeur. Mais on a la prétention de pouvoir outiller nos centres d'expertise avec la lunette EDI pour leur dire, attention, ce que vous êtes en train de faire, peut-être que vous êtes en train d'écarter tout un pan de la population à laquelle vous n'auriez pas pensé, que ce soit les femmes ou la diversité. Donc là, c'est un travail de déconstruction qu'il faut faire d'un certain nombre de biais dont on est évidemment tous inconscients. Autrement, avec un peu de chance, on essaierait de ne pas les reproduire. Hein. C'est ça que vous tentez de mettre en place aujourd'hui pour arrêter ces disparités, pour stopper ces disparités. Exactement. Donc, si on reprenait l'image d'Isabelle Collet là, avec la barrière et les caisses, c'est de dire comment est-ce qu'on peut, là, à la fin, tout simplement enlever la barrière. On est en train de regarder comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre de personnes issues des groupes sous-représentés dans nos bassins de candidature, mais aussi dans les personnes qu'on sélectionne en poste. Mais
la barrière, est-ce qu'on peut l'éliminer? Parce qu'on se dit, ce qui est bon pour une femme peut aussi être bon pour un homme. Quelqu'un qui est dans un métier, qui doit soulever des charges lourdes, on va se dire, ben la femme, c'est sûr qu'elle est physiquement peut-être moins pas constituée pour le faire. Mais si on trouvait un moyen comme organisation pour faire en sorte que la femme n'a pas besoin de soulever la charge lourde, peut-être que ça pourrait très bien servir à l'homme aussi, qui commence à se faire vieillissant, qui commence à avoir mal au dos. Fait que finalement, ce qu'on met en place pour une femme peut tout aussi bien servir pour un homme. Anne Weidle, vous vous retrouvez, vous êtes j'ai envie de dire, vous êtes avant évidemment, puisque vous occupez des filières d'éducation qui doivent mener à ces métiers-là. Comment on peut travailler avec les équipes vous ne recrutez pas, ce sont des étudiants qui viennent vers vous, mais... Oui, mais je pense qu'il y a parce qu'on est aussi un grand employeur. On a beaucoup de non seulement des membres de la faculté, mais on a aussi des membres de la gestion, des travailleurs aussi. Et ce que vous avez dit, le problème, pas le problème de recrutement, mais les pratiques de recrutement, c'est non seulement comment qu'on regarde les CV quand on les reçoit, que je suis complètement d'accord, on doit complètement ouvrir nos manières de regarder les CV, mais c'est aussi où on poste les postes. Alors, le recrutement doit faire de manière très, très élargie pour avoir un plus grand pool de candidats et de candidates, parce que c'est là qu'on va avoir les CV intéressants, puis aussi reconnaître les compétences et pas nécessairement le CV avec « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». C'est quelles sont les compétences qu'on cherche. Et puis, des fois, les compétences et l'expérience, c'est pas la même chose. Alors, je pense qu'il faut vraiment penser différemment dans la manière qu'on recrute. Je dirais que c'est la même chose pour les étudiants et les étudiantes, que des fois, c'est les compétences qu'on cherche, pas nécessairement les notes, pas nécessairement les activités non curriculaires qu'on doit regarder pour vraiment avoir un groupe plus divers, plus intéressant, avec des expériences différentes. C'est ça, c'est ce que vous disiez, Isabelle Collet, tout à l'heure, c'est changer les critères de recrutement, parce qu'après tout, des personnalités qui auraient d'autres parcours peuvent acquérir, parce qu'il n'y a pas de cerveau rose et de cerveau bleu, peuvent acquérir aussi en très peu de temps les compétences, justement, pour entrer dans une filière technique, de génie, etc. C'est ça, les écoles, les universités doivent réfléchir comme ça. Elles doivent réfléchir comme ça. Il y a toujours, quand on est une école, l'angoisse de baisser le niveau. Voilà, ça, c'est vraiment le truc qui hante. Ouais. Si jamais on va vers telle ou telle population, on va baisser le niveau. Et l'angoisse, elle n'est pas très différente en entreprise. Si jamais on va vers telle ou telle population, on va être moins performant. Alors, il y a un exemple que j'utilise pour la France, pour la Suisse, je pense qu'il marche pour le Québec aussi. Quand je m'adresse à des responsables de grandes écoles, enfin d'enseignement supérieur, je leur dis, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que les meilleurs élèves ne vont pas chez vous? C'est-à-dire, si jamais vous mettez un quota pour avoir plus de filles, vous allez monter le niveau. Je veux dire, en termes de notes, c'est très très clair. Donc pourquoi les meilleurs élèves ne trouvent pas que vos écoles sont attirantes? Qu'est-ce qui bloque? Alors là, tout de suite, on se met à voir la population de façon tout à fait différente. Ce qui ne veut pas dire que les garçons qui recrutent sont mauvais, hein, loin de moi cette idée. Mais qu'en tout cas, cette obsession du niveau, eh ben, quand il s'agit de parler des femmes, ça n'a pas lieu d'être. Et vous parliez des entretiens, enfin, du fait que les femmes n'arrivaient même pas à l'entretien. Et puis ensuite, il y a la deuxième étape. Effectivement, il y a l'étape de l'entretien. Moi, j'ai participé à ce qu'on appelle des grands oraux dans une école d'ingénieurs, c'est-à-dire, une fois que les personnes sont recrutables, on leur fait un entretien. Et dans l'entretien, il y a 3 personnes dans le jury. Et cette école avait voulu que dans les membres du jury, il y ait un ancien de l'école. Une école d'ingénieurs, c'est souvent un homme. Un professeur de l'école, une école d'ingénieurs, c'est souvent un homme, et une 3e personne qui viendrait plutôt des sciences sociales. Bon, bah, comme c'est les sciences sociales, c'est souvent une femme. Et donc moi, j'étais la personnalité pour les sciences sociales. Bon, bah, le fait est, peu importe, le fait d'avoir cette mixité dans l'entretien changeait la donne. C'est-à-dire, quand les gens sont très bons, on les prend. Qu'ils soient des garçons ou des filles, on les prend. Le problème, c'est les gens pas mal. Comment on va décider de quel côté ou de l'autre la balance va pencher? Eh ben moi, j'étais avec des gens qui me disaient « Ah, je ne sais pas si je l'imagine. Ah, quand même,
est-ce que je voudrais que cette femme représente plus tard mon école? En fait, ils essayaient de se cloner. Ils disaient, moi, je lui ressemble, elle me ressemble. Bah non, elle te ressemble pas, t'es un homme. Et oui, elle est maquillée, oui, elle porte une robe, et oui, ouais, mais ça veut pas dire que plus tard, elle pourra pas représenter ton école. Et quand je leur disais ça, ils me disaient, ah bah ouais, en fait, pourquoi pas. Je veux dire qu'il n'y avait pas un énorme blocage, mais s'ils étaient restés entre eux, ils se seraient confortés dans l'idée que cette personne-là ne pourrait pas représenter l'école parce qu'elle ne leur ressemblait pas. Donc un peu de diversité aussi au moment du recrutement, c'est pas très très dur à faire et ça peut être déterminant pour justement ces élèves moyens qui risqueraient de pas passer la barre parce qu'on projette sur eux autre chose. Je vais être un peu provocatrice, mais finalement, qu'est-ce que ça changerait qu'il y ait demain 40% et 50%, j'espère, de femmes dans ces filières et dans ces métiers? Est-ce que le monde serait différent avec plus de femmes? Anne Whitelaw? Absolument, parce qu'il y aurait complètement une différentes manières d'approcher les problèmes, de trouver des solutions, les questions seraient différentes. Si je pense, on a une école, un institut de ville intelligente. C'est géré, c'est la directrice, les co-directrices sont des femmes. Une personne de génie, une personne de design. Et puis, les questions qui se posent sont complètement différentes que leurs collègues. Alors, qu'est-ce que se pose alors, des questions. Quelles sont les questions que se posent si on les est femmes? en train de planifier une ville, on planifie en prenant compte de l'environnement. On pense aux garderies, on pense à des aires plus ouvertes, on pense à la sécurité, on pense à la proximité des services. Et puis les hommes ne pensent pas à ça? Je pense qu'ils le pensent, mais pas d'une manière peut-être plus, ça va être plus pratique ou ça va être plus facile ou c'est plus peut-être énergétique, mais c'est pas pensé dans l'ensemble, les valeurs sociaux, la famille. Ils pensent pas nécessairement qui va être dans la ville. Il va penser à la ville. Mais pas nécessairement c'est qui va être dans la ville et c'est quoi leur expérience et comment on peut réorienter la manière qu'on fait des décisions en pensant à l'expérience de la personne qui va être là. Manuel Alix, surprenant, vous pensez aussi que une entreprise comme Hydro-Québec paritaire, ce serait une entreprise différente de celle qui existe aujourd'hui? Oh, nécessairement. Oui, tout à fait. Bien évidemment, je pense que la variété de façons de penser, d'expériences fait en sorte qu'une organisation est nécessairement plus enrichie parce que les gens apportent autour de la table et font pas juste se conforter dans une seule façon de penser. Puis je pense qu'Hydro-Québec, même si on est une société d'État avec une expertise incroyable, on a quand même besoin d'intelligence, d'agilité et le fait d'avoir de la parité, d'avoir des personnes issues de la diversité fait en sorte qu'on est enrichi. Et je voulais rebondir sur le point d'Isabelle en termes de recrutement rapidement. Je souhaite quand même mentionner que à Hydro-Québec, j'étais ravie. Ça fait 1 an que je suis arrivée puis je me suis demandé, est-ce que c'est entre vous et moi, là, juste pour cocher une case en disant on a créé un poste de chef de ça, on l'a fait. On n'a plus rien à faire maintenant, tout est réglé. Mais ce que je me suis rendu compte dans l'organisation, c'est qu'à tous les niveaux, de la haute direction jusque sur le terrain, les gens veulent, les gens ne savent pas comment. Ils nous disent, ils prennent le micro, je veux bien embaucher des femmes, je sais pas comment, je sais pas où les trouver, je sais pas comment regarder leur CV, je sais pas comment les inclure, faire en sorte que ça va bien fonctionner. Donc, c'est pour ça que nous, on prend ce rôle-là de dire, on va vous aider. Donc, il y a beaucoup plus d'alliés dans l'organisation qu'on pense et je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur nos alliés qui sont, en fait, il y a 28% de femmes, donc plus des 2/3 de l'organisation sont des hommes. Il faut travailler avec nos hommes pour faire en sorte que ça change et qu'ils comprennent que les femmes font partie de leur vie. C'est pas une menace à leur vie professionnelle, elles font partie de leur vie personnelle aussi. Donc, comment est-ce qu'on les engage dans cette discussion-là pour qu'eux aussi constatent et le disent haut et fort que d'avoir des femmes, d'atteindre la parité, ça pourrait changer l'organisation pour le mieux. Que ce ne soit pas juste les femmes qui le disent, mais les hommes aussi. Avant de laisser la parole aux personnes qui ont envie de poser des questions, je voulais terminer sur quelque chose qui peut-être vous allez peut-être vous différencier un petit peu. C'est sur ce qu'on appelle ici beaucoup les femmes inspirantes, le modèle de femmes inspirantes. Moi, depuis que je suis ici au Québec, j'entends beaucoup ce terme-là. Parfois, Est-ce que c'est important finalement
d'avoir, en termes, alors je comprends bien, en termes de représentation, mais quel rôle doivent jouer les femmes, comme vous toutes, après tout, qui avez réussi, qui êtes déjà au top de vos organisations? Est-ce que c'est important, ce modèle de femme inspirante? Qui veut commencer? Ben, si je commence, pour moi, oui, c'est très, très important. Je me considère encore jeune. Là, je pense que j'ai bientôt plus le droit. Mais je me considère encore jeune. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai accepté le poste à Hydro-Québec, c'est parce qu'il y avait une femme inspirante à la tête d'Hydro-Québec. Si ça avait été un homme inspirant, probablement que j'aurais accepté le poste aussi. Mais l'idée d'avoir des femmes modèles, pour moi, c'est très important. J'ai grandi en région, il n'y avait pas beaucoup de minorités culturelles, pas beaucoup de femmes dans des postes décisionnels. Puis j'ai toujours recherché ça, puis de le voir accessible, pour moi, c'est important. Puis d'assumer ce rôle-là aussi envers d'autres, se l'est. Mais je dirais aussi, c'est intéressant, c'est important d'avoir des leaders inspirants, qu'ils soient hommes ou femmes, et des leaders qui s'assument dans leur style de leadership, peut-être qu'on dit plus féminin aussi, mais qui l'assument aussi. Je pense que ça pourrait aussi être très inspirant, que ça n'a pas besoin d'être un genre ou un sexe, mais d'avoir un style qui correspond autant aux femmes qu'aux hommes. Anne Whitelow, femme inspirante, oui, ça compte? Oui, complètement d'accord. Je pense que c'est très important pour que les jeunes, je pense aux nos étudiantes au premier cycle, pour voir des femmes qui sont capables de faire n'importe quoi et puis de le faire d'une façon un peu différente. Alors pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas d'avoir des femmes qui sont des hommes dans une jupe. C'est vraiment d'avoir une femme qui est capable d'être elle-même, de faire d'avoir un style de leadership qui est vraiment la sienne, un leadership authentique. On parlait de Sophie Brochu, Sophie Brochu est Sophie Brochu. Alors, je pense que j'espère que moi aussi, je suis un peu un leader comme ça, que c'est moi qui parle. Il n'y a pas de bullshit, comme on dit en bon anglais. C'est vraiment de se présenter comme on veut être vu. Isabelle Collier, un petit grain de sel. Marie Curie, est-ce que vraiment ça marche? Bah non, donc comme je disais tout à l'heure, ça marche pas. Alors déjà, c'était il y a longtemps. Puis en plus, c'est inaccessible parce que 2 prix Nobel, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, j'ai toujours très embêtée quand on me demande de faire rôle modèle ou femme inspirante parce que j'ai pas l'impression que... Par exemple, je suis une nerd de la sociologie. Quand on me demande qu'est-ce que vous faites sur vos loisirs, ben, je lis de la sociologie. J'ai pas d'activité sportive, j'ai pas de loisirs. Alors j'ai une fille, mais elle est grande maintenant, elle a plus besoin de moi. Ben, est-ce que je suis une femme inspirante? Parce qu'en général, quand on me demande de être femme inspirante, il y a des cases à cocher. Vous voyez, je dois être relativement féminine. Bon là, j'ai mis du vernis à ongles, j'ai fait un effort. Mais je dois avoir des loisirs, je dois avoir une vie remplie, je dois équilibrer ma vie professionnelle. Non, ben j'ai pas envie. J'ai envie de... Comme vous disiez, j'ai envie d'être comme je veux. Et donc, je trouve que femme inspirante, ça vous met une espèce de poids. Une pression en plus. Voilà, à remplir pour savoir est-ce que je vais être une bonne femme inspirante. Alors, moi, quand j'étais petite, des femmes en informatique, ben, j'en avais pas, hein, effectivement. Mon rôle modèle, en quelque sorte, c'était un personnage de bande dessinée qui s'appelait Yoko Tsuno à l'époque. C'était la seule femme électronicienne qui vivait des aventures de science-fiction. Et à la limite, mon modèle, c'était ça. Mais c'était peut-être plus pratique pour moi d'avoir en idéal une personne qui n'existait pas pour de vrai, ça me laissait plus de marge de manœuvre. Mais je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur qu'est-ce que ça changerait. Alors je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, il faut rajouter quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, ça changerait qu'on aurait un monde plus juste. Parce que mine de rien, actuellement je vis dans un monde où la plupart des chefs d'État, des chefs militaires, des représentants des forces de l'ordre, des représentants religieux, des juges aux assises, des grands journalistes, la plupart des figures de pouvoir, jusqu'au Père Noël, c'est des hommes. Comment je me représente en tant que femme puissante? Comment je me projette dans un monde où la plupart des figures de pouvoir, c'est des hommes? Eh bien, si on avait cette mixité-là, j'aurais pas besoin de me dire comment je me projette. Bien sûr que je me projetterais. C'est pas qu'elle serait inspirante ou pas, c'est que ce serait normal d'avoir une mixité. Donc voilà, ça nous fera un monde plus juste et ce serait quand même déjà pas mal. Ce serait pas mal, un monde plus juste. Merci beaucoup à toutes les trois. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires Allez-y, je vous en prie, peut-être il faut vous approcher du micro pour poser votre question. Bonjour, merci. Je suis Brigitte Monod, il faut se présenter. Vous avez parlé de CV. Puis là, je m'adresse, c'est vrai chez Hydro, c'est vrai dans le milieu universitaire. Est-ce que quand on regarde un CV d'une femme, on ne se dit pas aussi comment elle l'a construit? On sait qu'une femme qui regarde un offre d'emploi,
où on demande 10 compétences, elle a dit « j'en coche que 8, je ne postule pas ». Alors, est-ce que ça veut dire aussi qu'en regardant un CV, on se dit « est-ce qu'elle a tout dit ?» ou « est-ce qu'elle l'a bien dit ?» Est-ce que vous mettez en place est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de regarder le CV d'une femme avec peut-être une autre lunette pour éviter d'autres biais? Alors, est-ce que vous arrivez à regarder ça, Manuel surprenant? Très bonne question. En fait, on a quand même toute une équipe complète en attraction et recrutement. Donc, eux sont les spécialistes. Je veux pas leur porter de mauvaises intentions en disant qu'ils ont plein de billets et qu'ils regardent les CV pas comme il faut. Je pense qu'ils le font très bien. Moi, personnellement, quand je regarde les CV, inversement, on reçoit plus de CV de femmes que d'hommes et les femmes dans le soft, le relationnel, ont tendance en plus à en mettre, alors que les hommes, c'est plus des bullet points. Donc, effectivement, l'idée, c'est de dire qu'on a tous des biais inconscients et tous des biais inconscients, comment est-ce qu'on peut faire pour les identifier, particulièrement dans notre domaine de travail. Pour les femmes, on n'est pas encore allé là, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les personnes autochtones, on a fait le travail de sensibilisation, de formation auprès de nos conseillers et conseillères en acquisition de talent. C'est une formatrice externe autochtone qui est venue expliquer comment est-ce qu'une personne conçoit justement son CV, son rapport au recrutement, son rapport en plus à Hydro-Québec, là, vous le savez, Communauté autochtone et Hydro-Québec. Et on a pu outiller les conseillères en acquisition de talent pour leur dire, quand vous allez recevoir un CV des candidatures autochtones qui sont très précieux, parce qu'on souhaite augmenter la représentativité, comment est-ce que vous pouvez les évaluer pour faire en sorte que vous êtes au courant de vos billets et que vous prenez des actions en ce sens? Merci beaucoup. Anne Wadlow, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste le côté autochtone aussi, faire une formation durant l'entrevue. Parce qu'il y a aussi des différentes manières de parler que je pense qu'on doit auxquelles on doit se sensibiliser. Et je dirais aussi que nous, à Concordia, quand on fait des embauches de chaires de recherche et aussi de nos professeurs, et on va commencer à le faire avec nos staffs, c'est d'avoir une formation d'anti-biais pour vraiment former les mondes, pour être vraiment cognizant de ce qu'ils pensent et pas de faire des assumptions quand ils rencontrent, quand ils lisent un CV, mais aussi quand ils rencontrent quelqu'un. Merci. On a le temps pour une dernière question. C'est terminé, me dit-on. Donc, je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous. Merci. Encore une fois, un grand merci à Hélène Jouan d'avoir modéré cette belle conversation et merci à Anne Whitelaw, Manuel Alix Surprenant et Isabelle Collet d'avoir échangé avec nous sur la scène principale, Studio 2 chez MTL Connect. Nous sommes au studio de 7 doigts de la main. Nous allons prendre une petite pause de 10 minutes, mais juste avant, quelques petites annonces. N'oubliez pas qu'à midi, au zéro, à l'étage 0, à côté du dôme, il y aura une performance cirque présentée par les 7 doigts de la main, ainsi qu'à 17h. Nous avons aussi un 5 à 7, le café sénégalo-belge, qui va débuter environ vers 17h30 ce soir, où vous aurez la chance de déguster plusieurs bières belges. En tout cas, moi, je vais y être, ça, c'est sûr. C'est tout. On va avoir une classe de maîtres hyper intéressante qui débute dans moins de 10 minutes. N'allez pas trop loin. On se retrouve ici pour une classe de maîtres avec Philippe Longchamp. À tout de suite.